La Grèce et l'Atlantide. De la Grèce, il reste des vestiges. De l'Atlantide, il nous reste des récits notamment de Platon qui en parle dans le Critia et situe l'emplacement de ce continent perdu. Nous allons explorer deux pistes, celle de Platon et celle d'Anton Parks. Mythe ou réalité? En préambule. Avant de commencer, je vais rappeler que les races mêlées d'Énodites, Amadonites, Adamites étaient installées sur les bords de la mer Méditerranée jusqu'en Italie, en Grèce, en Crète, sur les îles au large de la Grèce, au bord de la mer Caspienne, en Anatolie, en Arménie. Ils étaient montés vers le nord en Europe et vers l'est, en Asie. C'étaient des populations qui avaient un certain savoir-faire, une certaine éducation, elles connaissaient l'écriture, l'artisanat, le commerce et elles pouvaient rivaliser d'ingéniosité avec les nouveaux arrivants, bien qu'ils soient là depuis des millénaires. Ils n'avaient pas les mêmes moyens technologiques, mais ils devaient très certainement les copier. Je dis cela, pour souligner le fait que la Terre n'était pas vierge d'humanité avant l'arrivée des Anunnaki comme semblent le dire les écrits sumériens. Et pour preuve, les Anunnaki allaient chercher les Hittites d'Anatolie parce qu'ils savaient travailler le fer, pour les faire travailler dans leurs mines. De plus, les rois qui gouvernaient ces cités-États étaient des terriens à l'instar de Noé, Ziusudra roi de Chorupak, descendant Caïn, Enoch, Mathusalem, Lamech. Et Ninurta faisait travailler dans ses mines et édifier des cités-États, par les autochtones d'Amérique, la main-d'œuvre qualifiée ayant disparu lors du déluge. Tous ces peuples ont évolué à leur rythme, pendant que les Anunnaki cherchaient de l'or frénétiquement sur notre planète et se disputaient allègrement le pouvoir. Et maintenant, nous allons parler de la Grèce et de l'Atlantide. Je vais commencer par l'île ou le continent de l'Atlantide. Je me suis inspiré des chroniques du Jirku, tome 3, Le réveil du Phénix, d'Anton Parks, édition Nouvelle Terre, et du récit de Platon Critia l'Atlantide. Tous deux décrivent la même implantation géographique et description des lieux. Mais ils sont complémentaires dans la place qu'occupe cette civilisation dans notre histoire. Platon dans son traité du Critia nous dit que Poséidon avait reçu en partage de la part des dieux, les dieux de ce temps-là étaient Anunnaki, l'île de l'Atlantide qu'il avait épousée une terrienne Clito. La hauteur sur laquelle elle habitait, il en abattit tout alentour les pentes pour en faire une solide forteresse, établissant les uns autour des autres, de plus en plus grands, des anneaux de terre et de mer, 2 de terre et 3 de mer, rendant ainsi inaccessible l'île centrale. Il fit jaillir de dessous la terre 2 sources d'eau, l'une chaude, l'autre froide. Il fit pousser de la terre une nourriture variée en quantité suffisante. D'après Anton Parks, c'est Enki qui parle. Naïma et moi avons quitté les voies criardes de Sumer, pour nous établir quelque temps sur une île à l'ouest de l'Afrique. Son nom est Dilmun. J'ai incité Naïma à quitter Karsag. Les habitations sont en pierre comme en Éden, la plaine de Mésopotamie, et non en bois comme à Karsag. Cette île s'est appelée Dilmun avant de s'appeler Atlantide après la grande catastrophe. C'est Namu qui en a dessiné les plans, selon la doctrine de Gaxisa, Sirius. Nous la nommons la lumière de l'horizon. L'Unir, la pyramide, possède la fonction de transfigurer les âmes, une technique que je n'ai pas encore totalement assimilée. Naïma m'a dit à plusieurs reprises qu'elle n'est pas encore utilisable tant que son cristal de quartz ne sera pas positionné sur son sommet. Des murs massifs en pierre recouverts de cuivre et parsemés de portes monumentales sculptées en or, entourent la zone où se situent les services religieux et l'ensemble des demeures souveraines. Des colonnades de marbre soutiennent des portes voûtées qui cernent des jardins intérieurs ombragés par des arbres aux senteurs légères et fugitives. Les affables fontaines et les resplendissantes piscines de la partie centrale de l'île et de la première ceinture habitable sont alimentées par l'eau des sources chaudes qui circulent profondément dans le sol. L'odeur du sel nous caresse continuellement les narines, et les embruns nous giflent le visage. Un doux clapotis frappe continuellement les flancs de nos diverses embarcations. J'aime m'allonger dans l'une d'entre elles et me détendre au gré des ondes aquatiques. Je le faisais parfois sur les bords de Eridu, sur les flots de l'Euphrate. Le féminin règne ici en maître. Non Indigir, prêtresse, officie en robe de lin blanc fin et se pare d'étoffes légères et de diadèmes délicats lors des cérémonies matinales qui célèbrent les premiers rayons de soleil. Ce sont de grandes expertes en plantes et potions médicinales. Je suis le seul à savoir que cette île passe sur des tunnels qui mènent au Gigal, la gigantesque base souterraine sous le plateau de Gizeh, la base secrète des Félidés Urma, guerriers à tête de lion. Plusieurs Ninti, prêtresses de la vie, sans dents, arboricultrices et horticultrices, et Santana,
chefs de plantation, œuvrent sur l'île à nos côtés. Le peuple est constitué exclusivement d'Angara, Adam hybride, mâle et femelle que j'ai arraché à l'autorité souveraine des Usumgal. Race de dragons monarques conquérantes. Sikpaban 1, Lsimu, j'ai dénommé cette créature Sikpaban 1.74. Elle possède la double polarité. C'est un être éclairé disposant de certaines aptitudes qui me rappellent celles des émissaires de la source. Sikpaban 1, Lsimu, est admiré et respecté par l'ensemble des résidents de Karsag, mon mandataire attitré, est avec nous. Une poignée de Ningal et des volontaires Ananaki nous accompagnent également. Les reptiliens Ningal possèdent, eux aussi, des gènes Kingu Babar la constellation du dragon, les royaux Guinaboul à la peau blanche, ce qui leur a apporté une peau claire comme leur ascendant génétique royaux albinos. Les Ningal sont dénommés aussi Igiji en acadien. Certains auteurs traduisent ce terme en veilleur, mais une traduction stricte du terme Igiji en sumérien nous donne les 300 encadrés ou encerclés, ou encore les 300 rejetés. Il semble qu'ils soient leurs serviteurs, et des volontaires Ananaki nous accompagnent également. C'est un havre de paix où nous nous sentons bien et où nous vivons en paix. Il y avait également des amphibiens de Gaxiza, Sirius. Réservés, affichant un regard doux, compatissant et plein d'amour, ayant le don de guérir, ils disposent de grandes facultés psychiques. Un abégal sait qui vous êtes et quelles sont vos intentions rien qu'en vous regardant simplement dans les yeux. Leur corps étant entouré d'un halo lumineux. Il y a une grande disparité de taille, de couleur et même de caractère entre les abégals. Certains sont grands, de couleur bleu clair, alors que d'autres sont beaucoup plus petits et d'une couleur sombre, presque noire. Certains sont trapus, certains autres élancés. Tous les abégals n'ont pas le même caractère, et leur évolution et leurs facultés diffèrent d'un individu à un autre. La doctrine concernant les femelles abégales requiert une rigueur sans faille, elles ne doivent normalement s'unir qu'à des abégales mâles. La puissance des femelles ne peut se transmettre à des étrangers, même à d'autres guinabouls. Une statuette en bois des Dogons d'Afrique représentant un homo. Cette sculpture est identique aux représentations faites des abégals sumériens ou apkalus acadiens évoquant tous deux des êtres sages. Les nomos du Mali ont pour réputation d'être des dieux amphibiens venus du ciel et d'avoir été des initiateurs du genre humain. Les Dogons prétendent que les nomos proviennent de Sirius. La particularité des nomos, selon les traditions des Dogons, est surtout d'avoir apporté le premier langage à l'humanité. Dilmun égale île mythique de l'Est, aujourd'hui à l'Ouest, où Samenki a établi son domaine maritime. Son nom égyptien est Dimuin, le don du dieu de l'eau qui est juste. Ce lieu portera ensuite le nom d'Amimpota, le lieu grand et stable de Ptah. Plus tard dans le temps, un peu avant le déluge de 10 000 avenue Jésus-Christ intervient une seconde Dilmun, qui fera du commerce avec Sumer et Akkad. La particularité de cette île était certainement un endroit et un environnement familier qu'ils avaient recréé en souvenir de leur lointaine planète. Avec des êtres qu'ils avaient l'habitude de fréquenter qui pour certains étaient de leur création et pour d'autres qui venaient d'autres planètes. Loin de ces terriens bruyants et un culte au regard de leur supériorité civilisationnelle. Ici, nous comprenons l'origine de ce mythe de l'Atlantide, endroit peuplé de créatures imaginaires mais bien réelles. D'après le livre de Anaël Parks, il semble que cette île-mère fut le laboratoire des civilisations européennes que nous allons connaître plus tard, après la destruction de l'Atlantide par Enlil, et le cortège de misère qui précéda sa disparition sous les eaux. Certains êtres les plus évolués partirent vers les terres d'Europe et d'Afrique. Après l'époque gallo-romaine qui couvre une période débutant avec la conquête de la Gaule en -121, jusqu'à la fin de l'Empire romain d'Occident en 476 après Jésus-Christ. Dès le IVe siècle, les premiers monastères sont fondés en Gaule. Des congrégations de prêtres et prêtresses célibataires existaient déjà en Atlantide. Après le départ des Romains et les invasions barbares, les monastères vont reprendre l'administration des territoires avec des travaux d'intérêt généraux, comme les ponts, les routes, les canaux, les assèchements de marécages, les ports, etc. Ils vont également fournir les architectes, des églises, des cathédrales, des châteaux et des magnifiques jardins que l'on dit à la française. À chaque village ou ville son église comme dans les territoires administrés par les Anunnaki où le temple trônait au milieu de la cité. Les châteaux abritent la noblesse, comme les riches demeures abritaient les dieux Anunnaki. Ils vont également organiser un artisanat de haute qualité à partir de l'élevage du bombix afin de tisser de riches étoffes de soie, développer la broderie, la fabrication de bijoux précieux, du verre, de la porcelaine, installer des manufactures de tapisserie, pour vêtir les seigneurs mortels et décorer leurs habitations comme le faisaient les dieux Anunnaki immortels ou presque.
Toutes ces techniques étaient présentes en Atlantide et il n'est pas interdit de penser que ce savoir-faire s'est transmis et s'est répandu par la prêtrise atlantéenne à nos monastères devenus chrétiens. Pour résumer, les peuples européens ont subi l'influence des Romains de culture orientale et de l'Atlantide, laboratoire de notre civilisation européenne. Toutes ces histoires remontent à la surface. Écrire est une arme fatale pour anéantir le néant afin de faire rejaillir la création. Citation d'Abderrahim Mofadel. Platon dans le Critia raconte également que ces Atlantes voulaient étendre leur territoire et qu'il y avait eu des guerres entre eux. Les Hellènes ou Grecs avaient gagné la dernière guerre qui les avait opposés. Bien que, les combats avaient été très rudes. Il dit que leur civilisation est très ancienne, mais que les Grecs n'ont pas de souvenir d'un passé très reculé. Et en voici la raison, les hommes ont été détruits et le seront encore de beaucoup de manières. Par le feu, par l'eau et de mille autres façons. Mais, chez vous et chez d'autres peuples, à chaque fois que les choses se trouvent un peu organisées en ce qui touche l'écriture et tout le reste nécessaire aux cités. Voici que de nouveau à des intervalles réguliers, réglés comme des maladies, les flots du ciel retombent sur vous et ne laissent survivre que des illettrés et des ignorants. Il fut un temps avant la grande destruction par les eaux où la cité qui est aujourd'hui celle des Athéniens était de toutes, la meilleure dans la guerre et le mieux policée à tous les égards. Car, c'est la déesse qui vous l'a enseigné. Par la loi, elle a pris soin de vous, mais également, par l'éducation, la médecine, la science divine. Elle aimait la science et la guerre. Un jour, vous le savez, les dieux se partagèrent la terre entière par région, sans dispute, ayant obtenu ce qui leur plaisait en vertu des lots. Les dieux fondèrent leur territoire et nous élevèrent comme le font les bergers pour leurs troupeaux à coups de bâton. Avec cette différence, qu'ils ne soumettaient pas les corps par la force des corps. Ils les gouvernaient, tel un pilote qui du haut de la poupe gouverne son navire. Les dieux s'attachèrent à conduire l'âme par la persuasion, comme avec un gouvernail selon l'intention qui était la leur. Alors que les autres dieux organisaient les lieux qu'ils avaient reçus en partage. Athéna et Héphaïstos qui ont un naturel commun parce qu'ils étaient frères et sœurs issus d'un même père et l'amour du savoir et de la technique les pousse dans une même direction. Puis, c'est avec ces autochtones qu'ils créèrent l'ordre et leur constitution politique. De ces autochtones, les noms ont été conservés, mais leurs actions ont disparu en raison de la destruction de ceux qui en avaient entendu parler et en raison de la longueur du temps écoulé. Et puis la race la meilleure et la plus belle, parmi les hommes, vous ne le savez pas que c'est dans votre pays qu'elle est née, ni que de ces hommes-là, vous et toute votre cité actuelle vous descendez, car un peu de semence s'est conservé. Ces autochtones étaient issus de la semence de Gaïa et de celle des Nodites, Amadonites, Adamites. En fait, elle a organisé la Grèce en cité-État comme le faisaient les dieux et déesses de l'époque avec l'organisation de l'agriculture, de l'élevage, de l'artisanat, de la prêtrise pour l'enseignement et l'écriture. Ces cités étaient organisées, autour d'une demeure royale, de temples et d'une vie policée qui sied à la vie d'un monarque. Le tout relevé d'une architecture opulente afin d'en imposer au peuple l'adoration. Cette déesse aimait la guerre, donc elle organisa une armée de premier ordre pour l'époque avec des garnisons en hommes et en matériel très important, avec bateaux, chevaux, chars etc. De plus, aimant la guerre, elle leur apprit l'art de la guerre. La Grèce avait une armée redoutable d'une puissance insolente qui envahit Europe et l'Asie. L'Atlantide comme la Grèce subirent le même sort lors du déluge qui emporta l'Atlantide et transforma profondément la Grèce et ses îles qui disparurent sous les eaux. La Grèce perdit des territoires qui furent engloutis à cette période. Le continent ou l'île de Mu dans l'océan Indien, dut subir le même sort. Et maintenant dans la prochaine vidéo nous allons aborder l'histoire de Mu ou de la Lemurie par le récit d'Ours Blanc le Hopi. Pour tous ceux qui sont intéressés par l'histoire de notre planète, abonnez-vous.